Nous sommes en direct du studio François Xavier en ligne. Nous place à présent au duel, mesdames et messieurs. Le duel qui a comme invité ce dimanche Ruben Abadagan, acteur politique et membre du parti FCBE. Bonjour à vous, Ruben. Oui, bonjour Madame Toboula. Je salue les téléspectateurs de RTL. Et en face de vous, il y a Antoine Adoukono, acteur politique également et membre du bloc républicain. Antoine Adoukono, bonjour. Bonjour. Nous parlons de deux sujets, comme d'habitude. Le premier a rapport à, bien évidemment, cette sortie de la Commission électorale nationale autonome qui a procédé le vendredi 20 septembre 2024 à la remise du rapport de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques en République du Bénin. Et bien de ce rapport, il ressort que 13 partis politiques ont reçu le document qui révèle les observations. Et quelles observations? Sur les 13, 8 ont pu fournir la preuve de l'existence fonctionnelle de leur siège et 5 partis politiques n'en disposent pas. C'est dit donc que la majorité des partis politiques ne fonctionnent pas au sens de la charte des partis politiques. Et le second sujet sur ce plateau, on parlera de ce budget qui est à plus de 41%, précisément 41,5% de dépenses à sensibilité sociale. Alors pour le premier sujet, Antoine Adoukono, la Sénat a réuni les partis politiques vendredi dernier pour son rapport annuel. L'année dernière déjà, le même exercice a été fait et des dysfonctionnements concernant le respect de la charte des partis politiques ont été observés. Pareil pour cette année. Et selon ce rapport, on note que la majorité des partis politiques ne fonctionnent pas selon, bien évidemment, cette charte des partis. Selon vous, c'est quoi la cause? Non, je pense que la cause, certainement, c'est que nous sommes encore dans le registre des partis politiques que moi je qualifie de récépissés. Des partis qui ont une existence légale parce que c'est en fait enregistré au ministère de l'Intérieur, mais qui en réalité, dans leur existence active, en termes d'animation de la vie politique, traînent encore les pas. Vous savez, le législateur a voulu finir avec, puisque par le passé, les pléthores de partis politiques que nous avions étaient des partis politiques pour la plupart qui n'existaient que de nom, et qui, à chaque élection, sont obligés de s'unir pour créer des alliances sous la bannière de grands regroupements, et que dès que les élections finissent, et ces partis se disloquent et chacun retrouve sa chapelle pour s'appeler parti politique. La 8e législature a voulu mettre fin à cela en mettant de nouvelles exigences. On vous permet de se créer, mais on ne vous permet pas d'exister de nom. Vous devez remplir des conditions pour montrer que vous êtes un parti politique qui est capable d'animer effectivement la vie politique. Et désormais, la loi a confié à la Sénat de faire le suivi de ces partis politiques, puisque c'est la Sénat qui répartit les financements publics. Il y a des conditions que les partis doivent remplir pour avoir accès à ces conditions. Et donc, la Sénat a été chargée par le législateur de faire le suivi. Et nous remercions la Sénat qui a bien fait son travail, qui a déposé un rapport. Et on n'a pas encore le rapport, mais avec les quelques extraits que nous avons pu avoir sur les réseaux sociaux, il s'avérait qu'il y a des partis politiques qui n'ont même pas de siège, alors que la loi prévoit que vous devez en avoir non seulement un siège national, mais vous devez avoir des sièges départementaux, pour montrer que, effectivement, vous avez pu couvrir le territoire national en termes d'animation de la vie politique. Donc, on est au regret de constater qu'il y a des partis politiques qui ne remplissent pas ces conditions, mais qui existent légalement. Je les invite, après la Sénat, de tout faire pour se mettre
à jour comme la Sénat leur a demandé. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande. Donc, s'ils se mettent à jour, ils vont continuer d'exister. Alors, Ruben Abadaga, on peut dire que la charte des partis politiques rattrape certaines formations politiques aujourd'hui. Oui, d'entrée, permettez-moi, d'accord, de M. Pourmi, de quand même avoir une pensée à notre ami, à notre grand frère, avec grand frère et un ami, M. François Xavier, qui nous a quittés. Que je demande à Allah d'éclairer son chemin et de veiller sur sa petite famille. Voilà, donc par rapport à votre question sur la charte des partis politiques, je crois que depuis 2019, il y a une rationalisation du paysage politique. Nous étions habitués, comme mon ami Abdou Konou l'a souligné, à une pléthore de partis politiques. On avait plus de 200 partis politiques au Bénin. Et avec la réforme du système partisan, on constate que nous avons à peine une dizaine de partis politiques, 13, qui ont réussi à remplir les conditions prévues, d'accord, dans la charte des partis politiques pour créer déjà un parti. Donc 13 partis politiques qui ont reçu le récépissé de création de partis politiques, mais lorsqu'on quitte là, il y a aussi des exigences de la loi pour un parti politique, à savoir avoir des sièges départementaux à raison de 1 siège par département et avoir des secrétariats au niveau de chaque siège et quand même avoir des rapports. Donc, nous avons eu quelques bribes, d'accord, des conclusions des centres de la Sénat sur le terrain, et force est de constater que sur 13 partis politiques régulièrement enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur, 8 arrivent quand même à respecter quand même le minimum que demandent nos tests. Bon, je ne suis pas ici pour faire le procès des partis politiques qui ne répondent pas encore aux exigences du code électoral. Est-ce que ça ne pose pas un problème que des partis politiques qui vont à la conquête du pouvoir pour l'exercer justement ne puissent pas être en mesure de respecter les textes de loi déjà votés, donc existantes, pour justement encadrer le fonctionnement des partis politiques? On va vous demander qu'est-ce qu'ils font. Bon, peut-être que tout le monde n'a pas accès encore au financement public, mais voilà, ça reste la question. C'est peut-être une des... Ça fait partie d'une des peut-être faiblesses, d'accord, du mode d'attribution, d'accord, du financement public. Je ne ferai pas l'avocat de ces partis politiques qui ne sont pas en règle, mais peut-être que le coût d'avoir un siège par département pèse, peut-être parce que c'est vrai, aujourd'hui nous avons quelques partis et non plus d'une centaine de partis, mais toujours est-il que ce n'est pas évident pour tous les partis politiques, parce que force est de constater que sur 13 partis, 5 n'ont pas pu remplir les conditions. Avoir un siège au niveau de chaque département, ça nécessite des moyens. Avoir un secrétaire, il faut quand même régulièrement lui payer quand même une rémunération. Entretenir un siège, il faut des moyens. Donc, force est de constater que certains partis politiques, pour le moment, n'ont pas encore pu remplir ces conditions. Comme mon ami l'a souligné tout à l'heure, on ose espérer qu'ils feront le nécessaire pour se mettre à part, au risque de subir la rigueur de la loi. Je peux parler par exemple de mon parti, le parti FCBE par exemple, est un parti politique qui fait partie des premiers partis politiques de l'opposition à avoir le sésame, le récépissé d'appartenance d'avoir l'opposition, le récépissé de création de parti, et qui est un parti qui a un siège au niveau de chaque département, qui a un secrétaire, qui ont des portatifs, des tablettes. Donc, le parti FCBE, conscient que nous sommes dans une posture légaliste, le parti par exemple FCBE a tout fait pour avoir quand même, pour remplir quand même les conditions que demande la charte des partis politiques. Donc nous demandons, et moi j'espère que les autres partis politiques qui ne sont pas en règle puissent quand même faire le nécessaire pour se mettre au pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de subir malheureusement les rigueurs de la loi. Antoine Adoukonou, sur la même question, est-ce que ça ne pose pas un problème que des lois connues à l'avance, avant que ces partis ne se constituent partis politiques, qu'on ne soit pas en mesure justement de respecter sa loi? Je crois que pour moi ça pose un véritable problème. Ça pose un véritable problème parce que il faut appréhender
la vision du législateur. Et donc, il faut lire les textes et dans leur aspect transversal. On n'a pas dit que de créer. Il y a des textes pour créer, il y a des textes pour survivre. Et en temps normal, on doit pouvoir lire les deux textes et voir si je m'écris juridiquement, c'est-à-dire si je peux même rester dans mon salon et par mes relations, je peux réunir pièces et autres, 15 membres fondateurs par commune pour aller déposer au ministère de l'Intérieur. Quand je vais finir ça là, les conditions qui me permettent de survivre, est-ce que je peux les remplir? Si on arrive à appréhender les deux ensemble, on aura peur de se créer. Et par conséquent, on va rentrer dans la volonté du législateur qui est en fait de voir des gens se regrouper pour faire de grands groupes. C'est parce que les charges, quand les charges sont énormes, plus vous vous émiettez, plus vous avez des difficultés à répondre aux charges. Peut-être que les 5 partis politiques concernés en question, par exemple, peut-être que s'ils se regroupaient et formaient une entité plus globale, ils auraient mieux les efforts financiers, matériels, pour se donner peut-être un siège national et des sièges départementaux. D'accord? Donc, moi j'ai l'impression que certainement qu'on n'a pas encore compris ce que veut le législateur béninois en mettant tous ces dispositifs en fait pour empêcher la création tous azimuts, la création sans avenir de partis politiques, pour que nous ayons un paysage politique rationné en termes de partis politiques. En fait, c'est ça qui est voulu. Donc, si les gens ont bien compris, on n'a pas besoin de créer juste même jusqu'à 13. 13, c'est déjà trop. Avec ce que moi je vois là, c'est beaucoup plus d'avoir des grands groupes pour pouvoir animer la vie politique. Et on ne peut pas, on est dans un système où on ne peut pas empêcher les gens de créer des partis politiques. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on met des conditions et vous-même, vous devez voir que, je peux créer, mais si je crée là, comment je vais survivre? On a parlé tout à l'heure du financement public des partis politiques, mais il y a des conditions, d'accord, qu'il faut remplir. Il faut avoir des élus, il faut avoir des députés, il faut avoir des maires, etc., et des conseils communaux. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous êtes à Cotonou ici, votre parti politique là, le récépissé est dans votre sac. Vous n'avez pas de siège au nord, un peu partout, vous n'avez rien là-bas. Comment vous pouvez arriver à se donner des élus? Et lorsque vous n'avez pas des élus, ceux qui ont rempli les conditions et qui ont le financement public vont toujours avancer parce qu'ils ont les moyens et vous allez toujours vous plaindre. Donc, il n'y a qu'à voir si ces partis doivent se regrouper à nouveau, bien faire chaud là, que de dire qu'ils vont résister autant. Et chaque fois, on viendra avec des rapports qui, en fait, ne sont pas bien pour le pays. On peut dire que tout ce qui se passe peut-être est prévisible, puisque c'est responsable de partis politiques, ça. Mais le rapport, lui, renseigne aussi que parmi les 6 formations politiques en règle, les 6 formations politiques en règle vis-à-vis de l'exigence légale d'avoir un siège national et des bureaux départementaux, seulement 3 partis politiques ont fait la preuve de leur arrêté préfectoraux de constatation d'existence physique de siège. Donc déjà, on imagine quelque peu ces 3 formations politiques. Les partis politiques, tout qui est sûr, ont déjà leur rapport. La question à vous, Ruben Agbadagon, est-ce que ça ne montre pas clairement les partis qui peuvent continuer la bataille dans l'arène politique? N'allons pas faire de la spéculation. Vous n'avez pas le rapport. Vous connaissez les 6 partis politiques en question, donc nous n'allons pas spéculer. Maintenant, on constate que aujourd'hui au Bénin, il y a 6 partis politiques qui respectent les exigences
de la charte des partis politiques. Concernant l'existence légale. Concernant l'existence siège départemental. Légal. C'est déjà un fait. Maintenant, il y en a 3 qui ont les arrêtés préfectoraux. C'est déjà un fait. S'il y a 6 partis politiques qui respectent les exigences de la charte des partis politiques, ça veut dire que nous avons au moins 6 partis politiques. Pas toutes les exigences, en fait, c'est ça la nuance. Oui, mais si la Sénat a fait... la Sénat a plusieurs critères. D'accord? Si, sur la base, d'abord, d'un premier critère, nous avons 8 partis politiques qui remplissent certaines conditions. Et en dehors des 8, nous avons 6 partis politiques qui remplissent les exigences du code électoral. Ça veut dire que nous avons au moins 6 partis qui font l'effort de se conformer. En dehors de ça, il y a 3 partis politiques qui ont fait mieux. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que la vie politique du Bénin dans l'avenir se fera uniquement avec 3 partis politiques. Non. Ceux qui ont des ajustements à faire le feront. Il en est de même pour les 5 partis politiques sur les 13 qui n'ont pas pu réunir les conditions que la Sénat demande aujourd'hui. Donc, le processus politique va continuer. Les partis politiques qui ne sont pas totalement à jour vont continuer à améliorer les choses pour quand même que au prochain rapport, qu'il y ait plus de partis politiques qui soient en règle vis-à-vis de la loi. Mais tirer des conclusions aujourd'hui pour dire la vie politique béninoise se fera uniquement avec 3 partis politiques, ce sont juste des conclusions trop actives. Il faut laisser les partis politiques prendre possession d'abord du rapport de la Sénat, d'accord, et puissent faire l'effort de se mettre à jour, de se mettre au pas pour quand même continuer à animer la vie politique du pays. Mais dit de façon directe que le paysage politique sera animé par 3 partis politiques, c'est un raccourci et je n'adhère pas à ça. Il faut permettre aux partis politiques déjà de rentrer en possession du rapport de la Sénat et pour ceux qui sont déjà en partie à jour de corriger les imperfections que la Sénat aurait soulignées dans son rapport. À quel niveau de respect de la charte? Oui, mais c'est le vendredi, c'est seulement le vendredi que le rapport a été... Donc, non, vous ne savez pas comment... La politique n'aura besoin du rapport de la Sénat pour savoir comment... Non, mais ce qui est sûr, peut-être que la Sénat a souligné des choses qui, peut-être le parti n'en a pas connaissance. Donc, il faut que le parti puisse d'abord prendre connaissance du rapport de la Sénat. Peut-être que à tel niveau, la Sénat peut peut-être avoir d'autres perceptions d'accord de la chose que le parti politique apportera comme preuve pour dire non. Par rapport à si nous nous sommes conformes, nous avons... Voilà, donc il faut laisser le temps au temps. Moi, je fais confiance aux responsables des partis politiques. Ils ont leur rapport. Ceux qui sont à jour ont leur rapport. Ils ont les imperfections, les insuffisances qu'il faut corriger. Et d'ici là, chaque parti politique se mettra à jour. Ceux qui ne le feront pas savent déjà qu'ils auront du mal à continuer à animer l'espace politique. Non, je crois que M. Ruben est en train d'esquiver votre question. Il faut qu'on voit la réalité en face. Laissons même le rapport de la Sénat. Si nous rentrons dans les tests, nous voyons que les tests posent des contraintes telles que c'est en format de grand groupe qu'on a la facilité d'y arriver. Si on nous exige d'avoir un siège national, des sièges départementaux, de les faire constater par arrêtés préfectoraux, etc., etc. Si nous ne participons pas successivement à 2 élections législatives consécutives, nous perdons notre statut juridique. D'accord? Aujourd'hui, avec le code électoral, si nous n'avons pas 20% dans chaque circonscription électorale, nous ne pouvons pas prétendre à lever des sièges, ou même dans l'accord de gouvernance, il faut d'abord avoir 10% au plan national avant d'être éligible à l'accord, tout ça là. Quand vous voyez tout ça là réuni, vous allez comprendre que ce qui a lieu de faire, c'est de faire de grands regroupements. Ça, c'est un autre débat. Non. C'est un autre débat. Pourquoi je le dis? Non. Vous ne répondez pas. Non, je réponds à sa question parce que je ne voudrais pas citer de parti. Mais, visiblement, les 3 partis dont on parle, nous sommes dans le pays, nous voyons. Nous voyons. Et puis, moi, ce que je dis, c'est un conseil que je donne aux autres. Parce que, si ça doit continuer comme ça, d'autres rapports vont venir,
où on aura peut-être 2 ou 3, 4 partis qui vont répondre aux exigences. Monsieur Aroukounou, tout à l'heure, j'ai demandé à Madame Touboula d'être prudent parce que vous savez, en 2026, par exemple, en 2026, oui, il y aura une nouvelle recomposition de la classe politique. Il y aura une nouvelle recomposition de la classe politique. Et ce sont peut-être d'autres partis politiques qui auront les cérémonies, qui vont jouer le grand rôle. Donc, soyons prudents et ne tirons pas des conclusions actives. Justement que vous êtes en train de vous appesantir sur le nom de parti politique. Non, moi, je n'ai pas cité de nom. Moi je parle de parti politique. Je ne parle pas de nom de parti politique. Je n'ai pas les noms. Moi je parle de parti politique. Et je dis, si les tests restent en l'état, puisque ce sont des tests législatifs, un autre parlement peut venir... Oui, mais c'est là. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Vous savez... Vous pouvez, nous parlons ici d'existence légale. Si vous avez des sièges, attendez, si vous avez des sièges au niveau de chaque département, si vous remplissez les conditions, vous continuez d'animer la politique. Patientez pour qu'il finisse et vous aurez la charte des partis je vous en prie. Qu'il faut avoir forcément des représentants au niveau du Parlement pour continuer d'animer la vie politique. Il faut vous calmer. C'est Antoine Adoukounou qui a la parole. Laisse-moi aller au bout de mes idées. J'ai dit que il y a des dispositions actuelles. Et si on doit être honnête envers nous-mêmes, ne peut plus créer de parti qui veut, mais c'est qui peut. Puisque quand vous voyez tout ce qu'il y a comme contraintes autour aujourd'hui, et ces contraintes-là, les initiateurs ne sont pas à l'abri. Même les initiateurs ne sont pas à l'abri. C'est pourquoi je dis que tu es toujours dans la posture d'indexer des partis politiques. Non, moi, je parle de partis politiques. C'est-à-dire que, bon, sur le principe, est-ce que nous avons accepté d'assainir le milieu politique? Oui. Pour l'assainir, nous avons dit il faut rationaliser les tests pour que la création comme la survie des partis politiques ne soit plus un jeu d'enfants. On a mis les dispositions. Ça veut dire que si toute proportion gardée, les hommes politiques sont conscients, c'est que chacun va se mettre dans cette posture-là et se refuser de s'appeler président de parti politique. En fait, c'est ça la question. Puisque par le passé, vous l'avez dit, les pléthores de partis politiques qu'on avait, entre autres éléments ayant favorisé cela, il y avait surtout les tests. Il y avait surtout les tests où vous pouvez créer et mettre votre récépissé dans le sac et circuler avec. Et vous vous appelez président de parti politique. En ce temps, vous allez marchander, se retrouver dans une alliance et après vous disloquer. Non. D'accord. Aujourd'hui, on veut finir avec tout ça là, on a mis des dispositions. Si nous ne prenons pas garde, conscients de ces dispositions, nous allons toujours créer, et quand on va faire le rapport, on aura toujours des partis politiques qui n'existent que de nom. Pour en finir, il faudrait que les gens qui créent les partis prennent conscience de tout ce qu'on dit là, et d'aller vers des grands regroupements. Les grands regroupements, je parle, ne signifie pas UP, BR et autres. Quelle que soit la configuration, non, puisque les données peuvent changer. Mais dans tous les cas, si les tests restent en l'état, les gens verront que si on ne se regroupe pas, on ne pourra pas survivre. Donc c'est l'intention de se survivre, de se réunir pour survivre en muant les efforts, les moyens pour aller vite. C'est ça que moi je suis en train de défendre. D'accord. Vous avez la parole. Nous sommes pratiquement peut-être à la fin de ce développement, mais il faut centraliser le débat. Ici, nous parlons de l'existence, de la création de l'existence des partis politiques. Et un parti politique, il y a des règles, les tests sont clairs. Pour être un parti politique, il faut avoir le récépissé au niveau du ministère, le récépissé d'à partir de création de parti. En plus, il faut avoir des sièges au niveau de chaque département. Nous connaissons les partis politiques qui ont des sièges au niveau de chaque département. En dehors de ça, il faut aller aux élections. C'est-à-dire que lorsque vous ratez 2 élections législatives consécutives, vous avez des chances de voir votre récépissé définitif
être retiré, voilà, retiré au niveau du ministère de l'Intérieur et publié au niveau du journal officiel. Donc, si vous remplissez ces conditions, vous demeurez parti politique. Maintenant, si c'est pour d'autres débats, pour les partis politiques qui rêvent, d'accord. Justement, c'est pas facile de remplir ces conditions. Voilà, donc les collègues, déjà les conditions. Vous n'allez pas entrer dans sa gorge, laissez le finir. Voilà, donc pour être parti politique, les tests sont clairs. Maintenant, si c'est pour être rempli les conditions d'éligibilité aux élections, avoir des maires, des députés, ça c'est un autre débat. Mais pour être parti politique, les tests sont clairs. Il faut remplir les conditions, 17 parts communes, déposer au niveau du ministère de l'Intérieur, avoir le récépissé et maintenant avoir un siège national et 12 sièges départementaux. Bon, si vous remplissez ces conditions et la préfecture a connaissance de l'emplacement de vos sièges, si vous faites vos rapports et qu'il n'y a pas de problème, vous avez votre existence légale. Sur ce point, on a 8 partis politiques selon le rapport de la Sénat qui remplissent ces conditions. Maintenant, il y a d'autres choses qui peuvent corriger et continuer d'animer la vie politique. Maintenant, si c'est sur d'autres débats, nous allons en parler. Mais pour le moment, le débat ici est question de création de partis politiques et d'animation de la vie politique et l'existence des partis politiques. C'est ça le débat. C'est beaucoup plus de respect de la carte des partis politiques. Oui, voilà. Donc, parler d'animation de la vie politique, faut pas qu'on quitte le débat. Certainement que je suis prospective. Lui parle de l'existence des partis. Voilà. Moi, je parle de la survie des partis. On ne parle pas de la même chose. Les partis vont dire, on peut même avoir... Est-ce qu'en réalité, avoir les sièges départementaux, tout ça, c'est pas ça qui fait de vous un parti politique. Juridiquement, vous existez. Oui, mais l'animation de la vie politique... Mais si juridiquement vous existez, vous pouvez animer la vie politique. Organiser des sessions, des réunions, réagir par rapport à l'actualité politique. C'est de ça nous parlons. Si vous existez, on l'autre de pas des efforts restent à faire. Vous n'êtes jamais au Parlement, vous n'êtes jamais dans les conseils. Mais la politique est dynamique. Les résultats d'aujourd'hui ne conditionnent pas les résultats de demain. La Sénat a exhorté ces formations à faire un peu plus afin de rester dans le temps et évidemment respecter cette charte des partis politiques. On va revenir là-dessus dans d'autres débats. Mais pour l'heure, on va embrayer sur notre second sujet qui concerne bien évidemment les grandes asses ou les grandes orientations déclinées en Conseil des ministres concernant la loi de finances 2025. Le Conseil des ministres a autorisé sa transmission à l'Assemblée nationale. Et dans ce qu'on a pu lire dans le relevé de ce Conseil des ministres, le gouvernement informe que le budget de 2025 a une hausse de 11% par rapport à celui de 2024. Ruben Agbadagan, un autre budget de Patrice Talon dans lequel le social est omniprésent, si on peut le dire comme ça. Oui, par rapport au projet du budget de l'État de l'exercice 2025, la première chose que je note, c'est que le gouvernement béninois quand même fait l'effort de respecter l'article 109 de la Constitution et l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée qui demande à ce que la loi des finances puisse être envoyée au Parlement une semaine avant l'ouverture de la session budgétaire. Donc on peut déjà se réjouir que, quoique on peut reprocher beaucoup de choses au gouvernement, le gouvernement fait l'effort de respecter déjà les lois de la République. C'est à noter. Maintenant, par rapport à la place qu'occupe le social dans le budget, moi en tant que mes convictions, d'accord, en tant que socialiste, je ne peux que me réjouir lorsqu'on donne une place importante au social dans un budget de l'État. Parce que vous savez, nous sommes confrontés depuis la crise de Covid à une inflation, d'accord, des produits de grande consommation, et il y a aussi à une baisse, d'accord, des activités économiques, et il y a aussi d'autres facteurs, les sécurités, qui quand même rendent le quotidien de nos compatriotes difficile. Et lorsqu'un gouvernement, parce que vous savez, le gouvernement de Patrice Talon est en fin de mandat, donc ce n'est pas le moment pour moi de critiquer, de dire tout ce que nous pouvons reprocher à ce gouvernement, mais c'est de demander à ce que le gouvernement, comme le projet de la loi des finances de 2025 le prévoit, c'est qu'on donne une place quand même importante
au social et que l'accès à l'eau et à l'électricité soit une réalité, que ce soit en milieu urbain comme en milieu rural. Moi, j'habite Kokokodi, par exemple, mais je n'ai pas les tuyaux de la SONEB dans ma vente. Or, dans la rue, après ma rue, la SONEB a déjà placé ses tuyaux. Je suis à Rabomey-Calavi, dans la plus grande ville du Bénin. Vous voyez, ce sont des choses que nous espérons que d'ici la fin du mandat du chef de l'État, que l'accès à l'eau et à l'électricité quand même puisse être une réalité. Et que le taux de couverture en eau et en électricité quand même puisse vraiment être à un niveau optimal. C'est ce que nous pouvons souhaiter. Et toujours par rapport au budget, nous constatons que le budget est en hausse par rapport à l'année en cours, à l'année 2024. Il y a un accroissement de 11%. Certains pourraient dire qu'il y a un déficit budgétaire de 3%, ce qui veut dire que les recettes de l'État, les recettes douanières, les recettes fiscales ne suffisent pas pour les dépenses de l'État. Et pourtant, il y a un accroissement au niveau du budget. Alors, où allons-nous trouver les moyens? Certains parleront des dettes. D'accord. Mais nous devons, peu importe ce qu'il faut faire pour 2025, nous devons, comme le budget l'annonce, donner une grande place au social. Et quand nous parlons de social, déjà, il n'y a pas de quand nous parlons de social, nous avons des échos qu'il y aura des exonérations au niveau de certains matériels allant dans le compte du traitement des dialysés. Le social, pour moi, c'est déjà un effort. Ça montre que le gouvernement de Patrice Talon veut essayer le social. Le gouvernement de Patrice Talon a à cœur quand même de sortir en 2026 par la grande porte. Parce que s'il y a l'une des choses qu'on peut soulever sous le mandat du gouvernement de la rupture, c'est que c'est l'absence de social. Et que quand le gouvernement, depuis 2021, essaie de donner une part belle du budget de l'État au social, moi, je ne peux que me réjouir, je ne peux que encourager ça. Et par rapport aux dialysés, vous voyez, les exonérations, c'est déjà un bon début. Mais est-ce que ça fera les affaires des dialysés? Parce que vous voyez, le SMIC aujourd'hui, il y a une augmentation, nous sommes à 52 000. Mais attendez, un dialysé qui va, je suppose que le coût de l'opération c'est 5 000 francs, d'accord, avec les exonérations et autres, et il faut faire 3 fois dans la semaine. 2 semaines, tu te retrouves déjà à 30 000, en un mois, tu es déjà pratiquement à 90 000, vous voyez, ou à plus de 60 000 francs, déjà au-delà du SMIC. Vous voyez, or, la maladie n'est pas pour une classe sociale. La classe populaire, comment ils feront? Donc, la volonté d'améliorer les conditions des dialysés est là, mais cette méthode-là ne pourra pas suffire. Le gouvernement, c'est une proposition, peut aller et doit aller, d'accord, dans sa volonté de mettre une place importante au social dans le budget de l'État. L'exercice 2025 doit aller à une prise en charge totale, à une prise en charge intégrale du traitement des dialysés pour quand même soulager nos compatriotes. En dehors de ça, il y a d'autres choses. Nous avons parlé en temps de l'assurance maladie obligatoire. Vous allez revenir là-dessus. Il y a plein de choses et nous aimerons vraiment que ça ne soit pas des effets d'annonce et que concrètement, sur le terrain, qu'on sent l'action sociale du gouvernement et nous pouvons que encourager le gouvernement dans ce sens. Antoine Adoukonou, Ruben Agbadagan s'interroge sur 2 éléments essentiels concernant cette hausse du budget. Comment le gouvernement compte-t-il mobiliser les ressources, et aussi sur la question des exonérations des kits de traitement des dialysés. Ne peut-on pas mieux faire? Voilà ces interrogations. Bon, comment on va mobiliser, où on va trouver les ressources? Bon, cette question, en fait, elle n'a pas lieu, puisque un budget est toujours équilibré en recettes et en dépenses. Donc, si le gouvernement a conçu le budget, c'est sûr que le gouvernement a prévu comment avoir les recettes. Il a fait allusion à la dette, évidemment. Bon, la dette fait partie quand même des rubriques de ressources. On ne peut pas supprimer ça du budget général de l'État. Donc, faire recours à la dette n'est pas le problème. C'est arriver à mobiliser les ressources, puisque nous avons une économie essentiellement fiscale, et vous savez que la pression fiscale aussi, à des limites données, peut s'avérer négatif pour l'économie. Ça veut dire que le gouvernement
va prélever les impôts, mais va se donner aussi une limite et compenser le reste par d'autres ressources. Et suivez mon regard, dès que les impôts augmentent, même d'1%, regardez les vives réactions de la population, des entreprises, puisque lorsque l'impôt augmente, c'est pratiquement une inflation qui s'annonce, puisque ça va se réjaillir sur tous les prix. Donc le gouvernement fait un effort d'arbitrage pour rester dans la limite où il faut rester, pour que les populations ne subissent pas trop. Mais pour compenser, on ne peut faire que recours à d'autres ressources, d'accord, entre autres ces prêts-là. Et je pense que le gouvernement, et tout gouvernement d'ailleurs, est bien conscient de la chose et le fait de façon rationnée à travers les cadres du ministère des Finances, qui sont des cadres très chevronnés et qui font des analyses pour que vraiment l'équilibre macroéconomique ne tangue pas. Ouais, donc j'aurais dit qu'il y aurait plus de peur que de mal. Il a également parlé de l'exonération des kits de dialyse. Je dirais que c'est l'idéal, c'est le souhait, puisque autant que nous sommes tous des malades potentiels, et d'une manière ou d'une autre, chacun peut se retrouver dans cette position. Au-delà de ça même, le citoyen, le consommateur, il est un éternel insatisfait. Hein? Au-delà de la dialyse, si moi me dit que tous les soins sont gratuits au Bénin, c'est bon pour moi. Hein? Personne ne veut dépenser beaucoup. Mais il faut qu'on voit aussi la réalité en face. La réalité en face, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction des ressources disponibles que le gouvernement répartit les dépenses. On va plaider que, peut-être pendant le vote, que les députés, certains d'ailleurs qui déjà militaient pour la gratuité de ces kits-là, puissent voir si on peut faire des réallocations, des réaffectations dans le budget pour en venir à la gratuité, ce serait bien. Mais à l'impossible, une tenue, si peut-être on ne peut pas aller à la gratuité cette année, déjà qu'on est allé vers l'exonération des droits de douane pour baisser le prix, peut-être que les années à venir, on fera mieux pour aller vers cette gratuité. Je suis très content que M. Abaraga, en tant qu'un membre de parti de l'opposition, n'a pas défini le social comme la rue. Parce que, la rue, c'est-à-dire voilà. Parce que le gouvernement, et tout gouvernement d'ailleurs, le gouvernement a toujours fait du social. A toujours fait du social. Mais dans le cadre budgétaire, à travers le cadre budgétaire, financer l'éducation, la santé, la justice, la sécurité, c'est-à-dire les services non marchands, etc., etc., à travers sa politique de redistribution. Ça veut dire que le social a toujours existé. Mais c'est le social défini de façon économique que je viens de vous dire. Et pourtant, on dit qu'il n'y a pas le social, il n'y a pas le social. Ça veut dire que la rue même se donne sa définition aussi du social. Et je me réjouis que M. Abaragan n'ait pas allé dans ce sens. Sinon, le thème social, à ma foi, est galvaudé. Lorsque, peut-être, quelqu'un fait 8 ans au gouvernement, quelqu'un dit que non, c'est normal si lui il avait fait 4 ans et que moi j'ai fait 4 ans. Et les dépenses vont s'orienter vers une autre famille. Et ça va faire encore du social. Vous voyez, par exemple, c'est une définition de social, ça. Lorsqu'on peut rentrer dans les affaires, et faire les affaires sans test, rien là, et ne pas payer ses impôts, faire tout ça là,
les gens peuvent dire que oui, quand c'est comme ça, là, c'est du social. Suivez mon regard. Le social a été défini selon les temps. Hein. Donc, je pense que petit à petit, ça vient. Nous devons comprendre que le social que le gouvernement fait, il le fait dans le cadre budgétaire surtout. Il ne le fait pas en tenant compte de nos définitions diverses. Bon, et vous savez, je suis de cette classe politique, et je suis même membre d'un parti politique qui est dans une forme d'opposition républicaine. Vous savez, aucun gouvernement n'a à cœur de ne pas faire des efforts pour satisfaire le plus grand nombre. C'est vrai, le chef de l'État s'attelle à faire l'effort quand même de montrer qu'il s'intéresse au bien-être des populations. Mais vous savez, il se pose toujours la question de la redistribution de la richesse. Parce que quand la FMI était au Bénin... Le FMI. Oui, le FMI plutôt, était au Bénin et le FMI a constaté quand même qu'il y a des performances macroéconomiques qui sont solides malgré la dépréciation du Naira et malgré la fermeture des frontières avec le Niger. On annonce quand même que l'économie béninoise se porte bien et qu'il y a un taux de croissance en 2025 qui est projeté à 6,8%. Donc, lorsque le citoyen lambda écoute ces rapports des PTF, il se dit, mais alors, comment se fait-il que l'économie se porte bien, l'activité économique se porte bien, la gestion de la dette semble se passer très bien, au point où tous les PTF se réjouissent plutôt quand même de la santé économique du pays. Pourquoi? Donc c'est là où nous demandons au gouvernement, lorsque je lis que plus de 41% du budget est consacré au social, c'est parce que le gouvernement est allé de constat. Parce que nous avons, pour les produits de grande consommation, il y a une inflation de 6% en un an sur les produits de grande consommation. Certains diront parce que dans la sous-région, on exporte la plupart de nos produits, parce qu'il y a une baisse peut-être de la production du fait des attaques terroristes dans nos voisinages, que beaucoup de nos producteurs préfèrent vendre. Mais force est de constater qu'il y a une inflation du prix des produits de grande consommation. Alors, c'est quoi la réponse que le gouvernement va nous apporter en 2025? Nous avons déjà eu un budget social en 2021, en 2022, en 2023, en 2024, et pourtant, nous avons eu une tournée du gouvernement pour expliquer pourquoi tel, il y a des conjonctures. Oui, le gouvernement béninois, ce que nous souhaitons, parce que moi je souhaite que la fin du mandat du chef de l'État puisse être quand même plébiscité, félicité par l'ensemble de nos citoyens. Et c'est pour cela que j'aimerais que les 41% qui sont réservés dans le budget de l'État pour le social, que de façon concrète, que ça puisse impacter nos populations. C'est le plus important, parce qu'en 2026, nous voulons que la nouvelle équipe qui sera là puisse quand même faire mieux que ce que le chef de l'État béninois est en train de faire, pour que nos populations puissent profiter de notre économie qui visiblement se porte bien selon les PTF. Donc c'est ce que moi j'aimerais dire par rapport à ça. Et il faut qu'un rapport quand même puisse être fait par rapport à ce qui a été fait l'année passée. Moi j'ai lu le point de presse du porte-parole du gouvernement. On nous annonce que une montée en puissance, d'accord, du projet H, de Bessoké, excusez-moi, et même comment on appelle, à la FIA, le microcrédit, à la FIA. Donc tout ça, ça rentre dans le social. Alors, de façon concrète, qu'est-ce qui est prévu? Je n'ai pas le budget, d'accord, ministère par ministère, mais j'ose espérer qu'en 2025, quand même, ça ne sera pas, ça sera moins des effets d'annonce et plus du concret, pour que lorsque vous interrogez les populations puissent dire oui, nous avons de plus en plus accès aux centres de santé. Nos enfants, quand ils vont dans nos écoles, ils ont des tables et bancs quand même qui répondent aux normes. Les salles de classe
répondent aux normes, les enseignants qui encadrent nos enfants quand même sont bien formés, les enfants étudient dans de bonnes conditions, nous avons de l'eau, nous avons de plus en plus de l'eau dans nos contrées, en milieu rural. Aujourd'hui, au niveau de nos écoles, les cantines scolaires couvrent 100%, d'accord, des écoles en milieu rural. Voilà, autant de choses qui donneront quand même des résultats sur le terrain. C'est là où nous attendons le gouvernement. Donc vous attendez des impacts directs. Des impacts directs. Bon, des impacts directs. Vous ne les voyez pas encore, mais vous les espérez. De toute façon, pour le moment, lorsque vous interrogez la population, il reste encore à faire. Et nous espérons qu'en 2025, que ça sera quand même plus poignant, plus impactant pour le bien-être de nos populations. Bon, Ruben a le don de voir venir déjà une inflation en 2025 et s'interroge sur la réponse du gouvernement à ce sujet-là. Il parle de la hausse des prix des denrées de première nécessité. Ça, bon, on peut le comprendre peut-être que parce que c'est devenu... Vous savez, moi je ne suis pas dans le nihilisme. Monnaie courante de chaque année. En fait, c'est ça sa préoccupation. Oui, je fais bien aussi cette préoccupation, puisque vous savez que la stabilité des prix est un élément essentiel de la stabilité macroéconomique. Il ne sert à rien d'avoir de l'argent si le prix des denrées augmente. On peut augmenter les salaires si on ne maîtrise pas l'inflation. L'augmentation n'a aucun sens. Et tous les pouvoirs publics, à travers même les banques centrales, sont très exigeants là-dessus. Bon, cependant, vous savez, un prix, c'est un contenu. Il y a des inflations qui sont importées, par exemple. Lorsque le prix du blé augmente en Ukraine ou bien en Russie, et que vous voulez l'utiliser ici, on n'y peut rien. Cette inflation, ce n'est pas nous, par exemple. On est obligé de subir. Et le gouvernement va faire ses politiques intérieures, mais jusqu'à la limite où elle peut. Où il peut, du moins. Vous voyez? Donc, moi, je veux bien croire que c'est une grande préoccupation pour les gouvernants, même pour la Banque centrale, de maîtriser l'inflation. Donc, on doit créditer le gouvernement de bonne foi, que le gouvernement est bien conscient de cela. Monsieur Ruben a parlé de la croissance. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça qui fait que, généralement, les gouvernants sont incompris. La croissance économique n'est pas égale au développement. C'est un facteur de développement. C'est-à-dire, la croissance, c'est bien, c'est-à-dire on a créé de la richesse, mais il faut encore bien redistribuer. Donc, annoncer seulement la croissance n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi, dans les politiques publiques et de redistribution, les gouvernants essayent de faire en sorte que les services marchands, non marchands du moins, soient touchés pour que la croissance, puisque dans la croissance, en fait, il y a beaucoup de citoyens, beaucoup d'acteurs qui sont en marge de la croissance, hein, parce que la croissance économique, en fait, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées des différents secteurs institutionnels de l'économie. Il y a des citoyens qui sont en marge de ces secteurs institutionnels et qui, en réalité, ne ressentent pas cette croissance. C'est pourquoi les pouvoirs publics reprennent la manche pour s'intéresser à eux. Vous voyez? Donc, il y a croissance, le Fonds monétaire n'a pas menti, et il revient au gouvernement de faire la redistribution pour que cela se ressente. Toutefois, ne nous mettons pas dans la tête qu'à un moment donné, on va interroger les citoyens, et vous verrez tous les citoyens qui diront qu'ils sont heureux. Ce n'est pas possible dans une économie. C'est la quête de l'économie même, c'est l'existence de l'insatisfaction. Et on améliore les choses du jour au jour. Puisque moi, là où je suis ici, j'ai une moto, je veux une voiture. Mais dès que j'ai une voiture, peut-être je pense à des voitures de luxe. Vous voyez, ça veut dire que l'insatisfaction sera une donnée permanente. Mais on peut améliorer les conditions de vie des citoyens pour que quand même un niveau moyen acceptable
soit pour tout le monde. Vous savez, le gouvernement de Patrice Talon a fait de grands efforts. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Nous ne le disons pas parce que nous sommes partisans. C'est face à la réalité, on ne peut pas faire autrement. On voit aujourd'hui les transformations qu'il y a dans le pays. On ne peut pas parce que peut-être on n'a pas eu ces résultats de dividendes politiques avec le pouvoir, se donner le luxe de noircir tout ce qui se fait. Nous-mêmes qui sommes ici, politiquement, on n'est pas satisfaits. Et s'il faut noircir parce qu'on n'est pas satisfait, on sera au fronton. Mais le faire, c'est détruire son pays. Parce que on va se dire, le gouvernement se dit que bon, quel que soit ce qu'on fait pour ces citoyens-là, on n'est jamais apprécié. Et ça peut mettre dans la tête des gens à même ne pas mieux faire. D'accord. Donc, il faudrait que nous soyons vraiment sincères dans nos appréciations. Il reste beaucoup à faire, mais quelque chose est fait quand même et il faut aussi l'apprécier. Je terminerai en disant que, très rapidement, en réalité, on a plus le temps. Je remercie le porte-parole du gouvernement parce qu'il en fait beaucoup, mais les spécialistes de la Direction générale des affaires économiques feraient mieux de venir sur le plateau pour que tout ce qui est mis dans le social, qu'on a dit 41% là, dépenses à sensibilité sociale. Oui, on puisse les faire ressortir pour que les gens comprennent qu'effectivement, de toutes les façons, voilà ce qui est fait. Moi-même, personnellement, je vais le faire. Oui, évidemment, en tant qu'acteur politique. De toutes les façons, le projet de loi passera en commission. La commission fera ses amendements, ça viendra en plénière et nous aurons plus d'informations par rapport aux détails sur la place que le social occupe dans ce budget. Et oui, moi je ne suis pas dans le nihilisme, je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement du président Patrice Talon, on sent qu'il y a un effort qui est fait dans le but d'améliorer le cadre de vie, d'améliorer les infrastructures routières en milieu urbain, de désengorger, quand même d'ouvrir les routes. Il y a plein d'efforts qui sont faits. Et ce que nous nous demandons aujourd'hui, c'est que le social qu'on annonce, que de façon concrète, d'accord, que ce social-là soit ressenti au sein de notre population. Et que, en 2025, que nos citoyens, si le taux de recouvrement en eau était de 50%, que nous ayons un taux de recouvrement à 80%, parce que ce sont des objectifs des ODD. L'eau, l'électricité, la santé. Qu'est-ce que le peuple demande de mieux? D'accord. C'est ça. Et là, c'est le pouvoir d'achat. Là, c'est à nos marchés acheter les prix des produits de grande consommation à bon prix. Vous voyez, donc si en 2025, le gouvernement du président Patrice Talon peut atténuer les difficultés de nos compatriotes à aller s'approvisionner dans ces marchés, si nos compatriotes peuvent aller dans les centres de santé, au moins se faire soigner, au moins il y a des soins de base qui sont prévus aujourd'hui, bon, c'est déjà du social. D'accord. Si... voilà, donc il y a tellement de choses que nous ne pourrons pas finir. On n'a plus le temps. Donc c'est ce que nous souhaitons par rapport à ce budget et nous espérons que les députés feront des amendements, d'accord, qui permettront de perfectionner ce projet de loi pour qu'en 2025, que nos populations puissent quand même ressentir les effets de cette croissance qu'on annonce depuis des années. Et on ne saurait finir de ces échanges politiques sans préciser que le gouvernement également s'oriente déjà vers 2026 puisqu'il a prévu évidemment le budget des élections à venir. Donc c'est pour dire que le gouvernement est déjà pratiquement prêt en attendant que la Sénat fixe son budget. Merci à vous, chers débatteurs. Antoine Adoukono, acteur politique, membre du Bloc républicain, et Ruben Abouadagan, acteur politique également, membre de la Foscori pour un Bénin émergent. Mesdames et messieurs, ainsi pour faire le duel ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. On se retrouve après le bulletin d'information pour le grand débriefing avec Joël Ataïgedegbe, expert en gouvernance. À tout de suite.